Déjà, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. La société Rexel et Bizline aujourd'hui, avec l'ambition de vous partager deux projets qui se rejoignent, deux projets d'entreprise. Donc, je vais laisser déjà Sylvain se présenter. Bonjour à tous, Sylvain Viravo, je suis en charge de l'ESG pour les marques propres de Rexel, dont Bizline. Benoît Ribaud, responsable des projets innovation et services pour le groupe Rexel. Et nous allons vous parler de réduction de l'impact environnemental. La réduction de l'impact environnemental pour Rexel, c'est quelque chose qui doit s'opérationnaliser. Ça fait des années que Rexel travaille à la réduction de son propre impact environnemental. Mais depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on a passé une nouvelle marche et cette étape, elle consiste à opérationnaliser et faire en sorte que l'ensemble des clients du groupe soient acteurs, au même titre que nous, de la réduction de leur propre impact. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail collectif pour réduire et agir. Donc Rexel, acteur majeur de la distribution multicanal pour le monde de l'énergie. Donc dans ce grand groupe, on a Bizline, donc entreprise qui a 20 ans, qui a 100 collaborateurs. Nous, on distribue tout ce qui est équipement, fixation, supportage, électroportatif, outillage à main, etc. On est basé dans une dizaine de pays et l'année dernière, on a obtenu la médaille Platinum de EcoVadis pour notre programme RSE qu'on a lancé en 2018. Marché en pleine révolution ou évolution environnementale, comme je le disais précédemment, entre la volonté du groupe d'améliorer son impact, l'impulsion de nos propres clients, que ce soit des industriels, des grands constructeurs, ou même d'ailleurs des artisans, finalement, c'est devenu une nécessité de construire des outils, de proposer des produits à forte valeur ajoutée d'un point de vue environnemental. Et aujourd'hui, une petite nouveauté qui est de faire circuler. Non, alors excusez, ça, troisième changement de micro. D'accord. Visiblement, je tiens pas bien mon micro, je vais me faire taper sur les doigts. Donc je vais laisser mon collègue Sylvain parler de notre petite boîte d'encastrement. Voilà, donc cette boîte, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est une boîte d'encastrement, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cloisons qui permet de supporter l'appareillage, le va-et-vient, la prise RJ45, la prise de courant, etc. Donc vous allez me dire pourquoi il nous parle de cette boîte. En gros, c'est des millions de boîtes qui sont installées chaque année. Et en fait, on s'est dit, ok, c'est un gros volume chez nous, donc on va travailler sur l'éco-conception de ce produit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plus de 300 tests, donc 300 recettes en gros, pour arriver à une boîte qui est constituée de matière végétale, donc c'est-à-dire d'algues. Donc les algues sont les ulves qu'on retrouve sur les côtes bretonnes et dans le sud Méditerranée. L'huile de friture usagée qu'on récupère dans les sandwicheries, dans les brasseries, etc. On transforme tout ça, sont les sachets qu'on a là, donc ça devient du naphta, donc c'est un dérivé du pétrole. Quand on injecte tout ça dans nos presses qu'on a dû changer, qui étaient en acier, on les a transformés en aluminium, parce que bien sûr il y a le côté salin de l'algue, et bien on arrive à injecter des boîtes comme celle-ci. Elles sont pas du tout, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien du tout. Et on arrive à un impact CO2, donc on fait l'analyse de cycle de vie de tout ce produit, on arrive à un impact CO2 qui est réduit de moitié par rapport à ce qui se fait sur le marché. On conditionne ces boîtes sans sachet plastique ni rien du tout. Elles sont fabriquées en France. Et l'intérêt de tout ça, c'est de proposer à nos clients une solution alternative à toutes les boîtes qui sont essentiellement faites à partir de PP vierges, donc pétrosourcées. Elles sont également étanches à l'air, donc pour respecter tout ce qui est RE2020, tout ce qui est normes techniques, etc. C'est pas parce qu'on fabrique avec de l'huile et des algues qu'on ne respecte pas les normes et les techniques en vigueur. Fil incandescent 850 degrés, test de charcot, de résistance, norme RE2020, étanchéité à l'air, et elles sont 100% recyclables. J'anticipe la question pourquoi il n'y a pas plus d'algues et plus d'huile de friture dans cette boîte. C'est justement pour respecter la recyclabilité du produit.
si on augmente le taux d'algues, la recyclabilité n'est plus possible. Donc on veut absolument que cette boîte soit 100% recyclable. Voilà. Transition. Deux retours d'expérience très concrets. Voilà, on n'a pas juste produit cette boîte. Le Futuroscope, qui a ouvert ses portes samedi dernier, est en train de créer un village de 120 écologes, donc dans un respect de l'environnement, de la biodiversité, etc., avec des matériaux nobles locaux. Et ils nous ont sollicité ils sont venus à notre siège un jour pour visiter notre laboratoire et notre atelier d'éco-conception. Ils ont identifié ces boîtes, ils se sont dit ok, il nous faut absolument ces boîtes dans nos écologes. Les écologes sont fabriqués à partir de bois, d'acier, isolation en chanvre, etc. Donc l'intérêt de notre boîte, de l'intégrer dans cette éco-conception avait tout son sens. Donc on a livré 6800 boîtes, elles sont en train d'être installées. Et si on fait un peu le gain carbone, si on peut dire, de l'installation de ces boîtes, on arrive à 442 kg CO2 équivalent d'éviter. Voilà, pour les puristes, ça équivaut à peu près à 2030 km en voiture thermique. Un autre exemple concret, on est sur le chantier de l'Entre-Soie à Villeurbanne. Donc c'était l'ancienne UFM de Villeurbanne. La particularité de ce chantier, c'est que c'est un chantier de réemploi in situ. Donc on démantèle, on déconstruit, on réutilise de la matière pour faire du remblai, pour créer des œuvres artistiques avec les tuyaux de cuivre, etc., qui existaient depuis des années. Il y a un gros travail qui est fait sur la rénovation énergétique et sur l'économie circulaire. Donc encore une fois, tout l'intérêt d'intégrer nos boîtes dans ce chantier, et là dont la vocation, c'est de créer des logements pour lutter contre le sans-abrisme, créer des espaces de coworking et des espaces dédiés à l'économie sociale et solidaire. La première fois où j'ai vu la petite boîte, j'étais un peu dubitatif parce que je me suis dit qu'on n'allait pas révolutionner la Terre. Mais quand on sait que des petites boîtes comme ça, dans un appartement F4, il y en a environ 70, si on multiplie ça par le nombre de logements en France, on se rend compte que ça devient vite énorme finalement. Cette petite boîte, donc conçue et fabriquée par notre filiale Bizline, elle a un intérêt évidemment très important, de manière intrinsèque. Rexel a construit depuis, on a démarré en janvier 2020 plus exactement, un travail qui visait à calculer l'empreinte carbone de l'ensemble des produits électriques vendus par Rexel à ses clients. Rexel, c'est un agrégateur de données. Nous avons aujourd'hui les données de vente de nos clients. Nous avons des données techniques. On sait dire qu'une ampoule, c'est une E27 qui fait 100 watts et qui doit durer pendant un certain nombre d'années, avec une utilisation de X heures par jour. Donc on est agrégateur de données, que ce soit sur des produits de l'industrie, du produit tertiaire ou pour le résidentiel. Nous avons collecté des PEP, des profils environnementaux produits. Ces documents sont établis par les fabricants et ces documents nous permettent aujourd'hui de calculer l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie des produits, donc de la phase de fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Et cet ensemble-là, on l'a intégré dans un outil qui nous permet... Alors, je fais un petit retour en arrière. J'ai parlé des étapes du cycle de vie. J'ai juste oublié de mentionner que nous calculons l'impact sur 4 impacts environnementaux. Le plus connu, évidemment, le réchauffement climatique avec le CO2. Mais on parle également des ressources naturelles, d'épuisement des ressources abiotiques, l'utilisation nette d'eau douce. Et donc tout ça nous permet d'avoir un tableau de bord complet et de pouvoir communiquer avec nos clients sur leur impact. Cette méthodologie, elle est basée sur des documents de référence établis par nos partenaires fabricants, validés par Bureau Veritas, alors validés de différentes manières. La data, la qualité de la donnée d'entrée est validée, elle est répétable, et l'ensemble des algorithmes qui nous permettent d'établir un bilan carbone. Donc aujourd'hui, on a entre 5 et 10 000 algorithmes qui tournent pour pouvoir permettre d'établir le bilan carbone d'un client. Et cet ensemble-là, on a une attestation de revue critique de Bureau Veritas qui nous permet de communiquer officiellement dessus et d'accompagner nos clients. Quand je parle d'accompagner nos clients, c'est de les accompagner de manière opérationnelle. L'outil a plusieurs ambitions. La première des ambitions, c'est de permettre à un client de consolider les émissions de gaz à effet de serre des produits achetés chez Rexel.
Vous êtes une entreprise, vous avez besoin de faire du reporting et donc de donner un montant, un poids de CO2 pour pouvoir justifier, tout simplement. Donc notre outil permet de calculer l'empreinte carbone sur un client, sur un chantier, sur une commande. On a un niveau de granularité qui, au-delà de faire du reporting, on va dire un peu institutionnel, nous permet également de faire de l'amélioration. Cet outil de mesure, c'est bien, mais si derrière on n'a pas la capacité à accompagner nos clients dans l'amélioration, on reste au milieu du gué et on a oublié quelque chose. L'amélioration, typiquement, on a eu l'occasion aujourd'hui d'échanger avec des architectes qui me disaient « mais comment je fais moi pour anticiper ?» Parce que si c'est pour faire un constat de décès à chaque fois que le bâtiment est fait, on a perdu un peu de crédibilité dans l'histoire. Donc l'ambition, c'est de pouvoir aussi charger des listes de produits préconisés, par exemple, par un bureau d'études, de les chiffrer en carbone et de pouvoir proposer des configurations qui vont permettre d'améliorer cette empreinte. Cet outil tel qu'il est constitué aujourd'hui a plutôt une vocation pour les grandes entreprises. L'ensemble des clients de Rexel, ce ne sont pas que des grandes entreprises, nous avons également des artisans, bref, tout le corps possible des installateurs. Et donc, on est en train de développer également la brique complémentaire qui est l'affichage environnemental au produit. Donc, nous travaillons avec l'ADEME notamment sur le sujet. Et cet affichage environnemental au produit, il a notamment pour ambition de pouvoir informer le consommateur de manière simple et efficace sur l'efficacité environnementale d'un produit. Donc, ce qu'on fait, c'est partager aux grands groupes des tableaux de bord qui nous permettent de faire des mesures et d'inviter nos clients à améliorer leur empreinte. Ce qu'on fait avec les clients artisans, c'est de leur donner une information simple qui vont leur permettre également de faire des choix de consommateurs éclairés. Et au-delà de ça, on va s'appuyer également sur cet outil-là pour accompagner nos clients dans le monde de l'économie circulaire et essayer de valoriser de plus en plus également le réemploi, le reconditionnement et la réparation, avec deux grands axes finalement, que sont l'allongement de la durée de vie des produits. Réparer un produit permet d'allonger sa durée de vie et évidemment, il faudra à un moment être en mesure de valoriser les économies de carbone liées à ce point-là ou l'utilisation d'un produit reconditionné. Donc voilà globalement ce que nous avons construit. L'ambition de Rexel était d'opérationnaliser la réduction des émissions de carbone. Le Carbon Tracker, cet outil qui nous permet d'élaborer des bilans CO2, en est une brique qui s'appuie après sur l'humain, des experts dans le monde de l'automatisme, dans le monde de l'éclairage, qui vont après accompagner les clients pour opérer cette transition. Merci beaucoup de votre attention. Et puis maintenant, pour ceux qui ont fait joujou avec la boîte, n'hésitez pas, on va vous inviter à nous poser des questions si vous en avez. Si vous avez des questions sur le Carbon Tracker, sur le bilan CO2, on est à votre disposition. Merci messieurs, dames. Soyez pas timides, hein. Et on prend toutes les questions. J'espère qu'on aura les réponses, évidemment. Allez, on y va. Alors, attendez, il y a un micro qui va arriver. C'est toujours la première question la plus dure à poser. C'est par rapport à la composition de la boîte. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous trouviez un équilibre pour que ce produit soit recyclable avec les proportions d'algues et d'huile de friture. C'est-à-dire que vous jouez entre le côté biodégradable, en fait, et le côté recyclage. Alors, donc je l'ai dit, on a fait plus de 300 formulations pour arriver au bon dosage de chaque élément. L'objectif, c'est que même si ces boîtes sont destinées à rester 20, 30, 45 ans dans les maisons, etc., on veut augmenter, hormis la partie recyclabilité, on veut augmenter la part de matière végétale dedans. Mais à un moment donné, on arrive à une limite technique, la non-résistance au feu. La partie recyclabilité, c'est pas une fin en soi, en vrai, parce que c'est un produit qui est durable, qui est fait pour rester dans le bâtiment. Mais c'est surtout la partie d'augmentation pour se passer absolument du PP vierge. Sachant que se passer du PP vierge actuellement, c'est quasi impossible. On fait des tests actuellement pour PP recyclé et matière végétale, mais les proportions sont améliorables, quoi. Ok. Merci.
Oui, bonjour. Toujours sur la petite boîte verte. Est-ce que vous avez mené des tests sur la résistance de ces boîtes aux rongeurs, aux insectes, enfin toutes ces petites bébêtes qui peuvent aimer l'huile de friture ou les algues? Ça, c'est une bonne question. Ouais. On n'a pas fait de test à proprement parler. On n'a pas mis les boîtes dans une cage avec des rongeurs. Mais le fait de faire tous les tests comme les autres boîtes, etc., la résistance, tout ce que j'ai dit auparavant, fait qu'on est vraiment sur de la technicité et du rendu identique à des boîtes classiques. C'est le même référentiel. Voilà. Mais pas de test spécifique là-dessus. Oui, bonjour. C'est par rapport au bilan carbone. J'aimerais savoir si vous avez travaillé sur le bilan aussi empreinte eau. Oui, nous avons également l'utilisation, la consommation nette d'eau douce dans nos calculs, effectivement. On parle beaucoup de bilan carbone, effectivement. Alors, il y a une forme d'abus de langage parce que, globalement, et je ne sais pas quel métier vous exercez, mais souvent, que ce soit nos clients ou nos fournisseurs, c'est la molécule qui revient le plus souvent. Je pense qu'il va être aussi d'ailleurs de notre responsabilité de mettre en avant les autres impacts qui sont un peu plus dissimulés. Et on sait très bien que l'eau est une ressource également très importante. Pour rebondir, est-ce que dans vos bilans eau, vous tenez compte des reuse et des choses comme ça? Alors là, je vais être un peu plus sec pour vous répondre et plutôt que de vous dire une bêtise, je préférais prendre vos coordonnées et revenir vers vous. Ça me ferait... Bien sûr. Oui, je vais plutôt le faire comme ça. Je vous en prie. Bonjour. Une question par rapport à l'impact carbone des petites boîtes. Rapporté à l'échelle d'un bâtiment, parce qu'en fait, il y a la réflexion de est-ce qu'il vaut mieux toucher à un poste qui est très important mais qui coûte cher ou changer des petites choses. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de kilos ou de tonnes qu'on peut économiser sur un logement collectif de 50 logements par exemple? Vous avez raison, il faut remettre un peu, c'est toujours question de grandeur. On parle uniquement d'une boîte dans un bâtiment, ça représente très peu. Mais nous, en fait, comme c'est des volumes énormes qu'on installe chaque année, etc., on s'est dit on va commencer par un produit, il était 100% plastique, on va travailler là-dessus. Voilà. Mais c'est l'impact carbone sur, Benoît l'a dit tout à l'heure, dans un F4, on est entre 70 et 90 boîtes. L'idée, c'est les deux exemples, pourquoi on a choisi les exemples des écologes et de l'autre soi, c'est ça rentre dans un écosystème et une construction globale, un groupement scolaire qui rénove en bois, en paille, en chanvre, installer les boîtes, voilà, il y a une logique à tout ça. Mais la question de monsieur me fait réagir, du coup, et je me dis que ce serait peut-être pas inintéressant qu'on vienne appliquer les économies de CO2 sur, par exemple, nos ventes en boîte de l'année dernière et d'essayer de se rendre compte un peu le nombre de tonnes de CO2 qu'on aurait pu éviter si on avait mis le produit en œuvre plus tôt. Merci. Il y a une question de vin. On m'a donné la consigne, il faut attendre le micro, donc... Bonjour. Pour prolonger votre réflexion, en tout cas, c'est un peu un produit test, on va dire. Est-ce que vous avez réfléchi donc, au fourreau électrique, tout ce qui suit la boîte, c'est-à-dire le fourreau électrique, le fourreau courant faible, etc., qui représente aussi une quantité importante dans tous les bâtiments. Et puis une petite question pragmatique, c'est le prix de ce petit boîtier. Par rapport, relativement au prix des boîtiers classiques, quoi. Alors la question prix, je me doutais qu'elle allait arriver. Elle arrive toujours à un moment donné, voilà. Mais alors pour revenir, donc Bizline, on est vraiment sur une certaine typologie de produits. En dehors de ces boîtes qui sont un poste, deux postes, trois postes, avec les différentes profondeurs, etc., on va aussi lancer quelque chose qui est énormément consommé par des grands clients type SNCF, c'est la rubalise, qu'on a développé à partir de fécule de pommes de terre, d'éthanol végétal. Voilà, nous on est sur une certaine typologie de produits. Sur les produits annexes, voire complémentaires que vous avez,
type Schneider Electric Legrand qui sortent des appareillages en PP recyclé, c'est complémentaire, mais il y a certaines gammes de produits où en fait il y a des grands fabricants, il y a des spécialistes du sujet, donc on n'y va pas. On est trop petit pour se lancer dans des choses comme ça. Par contre, si tu me permets, Sylvain, c'est un élément de réponse. Lorsque Rexel a lancé aussi son outil, son Carbon Tracker, il a aussi pour vocation de bousculer un peu les règles établies, notamment chez nos grands partenaires fabricants, et de faire en sorte de les pousser, parce que là, on est en train d'afficher et de pouvoir comparer les poids carbone de produits. Donc on est aussi en train de les bousculer pour faire en sorte qu'ils viennent de plus en plus nous apporter de l'innovation, que ce soit par de l'intégration de matières recyclées dans leur fabrication, ou demain, pourquoi pas, fabriquer des rouleaux de 25 mètres de gaine en fécule de pommes de terre ou je ne sais quoi. Donc on a aussi cette vocation de bousculer un peu la profession. Et on n'a pas répondu à la question prix, hein. Sur le prix, en fait... donc il y a un surcoût parce que cette filière de collecte des algues, les huiles de friture, sachant que la directive européenne, c'est j'utilise plus de 60 litres d'huile par an, je dois les confier à un collecteur spécialisé. La collecte des algues est au démarrage, etc. Donc il y a des coûts annexes, il y a de l'industrialisation en France, alors que toutes les autres boîtes sont fabriquées en Asie, etc. Donc il y a un surcoût. Tout dépend des conditions, bien sûr, que vous avez chez Rexel. On peut se dire que le gap, il peut aller entre 5 et 20%. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de... le nom est protégé, le brevet aussi, etc. Mais l'idée, c'est pas qu'on soit les seuls à avoir ça, c'est que toute la filière se mette dans le mouvement et qu'il y ait de plus en plus de produits biosourcés, quoi. On le voit aujourd'hui, il y a peu de stands encore. Donc l'idée, c'est ça. Et comme le disait Benoît, l'intérêt de tout le Carbon Tracker, c'est la big picture à l'instant T, c'est ça. Je propose des produits complémentaires, etc. Donc au bout d'un moment, c'est tout le monde qui se met en mouvement et qui va vers plus de vertueux. Le mot mouvement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est encore représentatif. J'ai des fabricants, des gens qui sont venus voir aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. C'est des fournisseurs de Rexel notamment. Et j'en ai un qui me dit mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être intégré à votre Carbon Tracker? Je dis c'est simple, je dis faites des analyses de cycle de vie, faites des PEP et on va pouvoir mesurer et on va pouvoir comparer et on va pouvoir avancer. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en mouvement depuis 18 mois, en tout cas chez Rexel, sur ce sujet-là. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on se voit quelques minutes après la séance, ça sera avec plaisir. On est comment niveau timing? Bien. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des gens qui font partie du monde de la construction, si on a des... Quels sont les profils, là, si je peux me permettre à main levée de faire un petit sondage pour voir un petit peu? Architecte, d'accord. Comment vous imaginez justement le distributeur de matériel électrique, l'architecte ne travaille que très peu finalement ensemble. Comment on pourrait, nous, distributeurs, vous aider en amont pour justement intégrer ces couches d'éco-conception? Comme ça? On va se voir alors. En fait, on est en train de découvrir la RT 2020, enfin, qui s'impose à tout le monde maintenant. Et c'est vrai que, enfin, pour nous, c'est en amont qu'il faut essentiellement voir tout ça. Enfin, nous, au niveau de la conception, bien sûr, on a notre rôle à jouer, mais le produit à l'origine, ce que vous faites, moi, je trouve ça super intéressant. Effectivement, si ça peut faire des émules et puis inciter tout le monde industriel à produire de cette façon, voilà, ça nous arrangerait beaucoup, nous de notre côté aussi. Hein. Vous avez utilisé le terme industriel. J'étais en rendez-vous lundi avec un industriel et c'est toujours écouter ses clients, on apprend beaucoup. Et qui me disait, mais moi, quand je suis sur mon outil de CAO, que ce soit pour ingénieur, CATIA V5 ou je ne sais lequel, c'est presque là qu'il faudrait que j'ai la donnée environnementale pour faire en sorte que quand je suis en train de concevoir, j'ai ma molécule de CO2 qui me suive et que dans mon abac, à la fin, j'ai le poids total de ce que je suis en train de concevoir.
Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va maintenant passer cette étape du tableau de bord, qui est une première brique finalement, à comment on fait pour pousser de la donnée environnementale précise. J'ai oublié d'ailleurs de mentionner, je reviendrai après, à des industriels qui vont pouvoir éco-concevoir parce qu'ils auront d'ores et déjà des données intégrées. La donnée environnementale va devenir un attribut au même titre qu'un nom, une puissance en watts ou une quantité d'eau, va devenir un attribut technique à embarquer dans la conception. En 2 secondes, je parlais de la phase de précision de notre calcul. Notre calcul est très pertinent, notamment dans sa phase d'utilisation, parce que nous venons recalculer cette phase d'utilisation, non pas par rapport uniquement à la donnée PEP, mais par rapport à des unités fonctionnelles qui nous permettent de dire que, je reprends mon exemple d'ampoule, on pourrait prendre un radiateur, hein, mais il est fait pour fonctionner pendant tant d'heures, pendant tant d'années, avec telle puissance. Du coup, on n'est pas du tout dans l'estimatif, hein. C'est quelque chose de très précis. Peut-être trop d'ailleurs. D'autres corps de métier dans l'Assemblée ? Jeune homme. Là, je sentais une question poindre. Je n'ai pas de question spécifique, mais je suis ingénieur dans une boîte de construction générale, dans tout ce qui est recherche d'innovation technique pour le thermique et le carbone. Voilà, donc en fait, c'est chercher la palette des solutions dans ce style qu'on pourrait mettre dans nos projets pour réduire le bilan carbone et améliorer un peu tout ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Ça rejoint un sujet sur lequel on est en train de travailler. Alors je vais parler d'un mot, enfin je vais dire parler d'une offre produit verte. Ça veut tout dire et rien dire, parce que ça dépend des critères qu'on met en place pour définir ce que c'est qu'une offre verte, mais faire en sorte en tout cas de l'apporter le plus facilement et le plus visiblement possible à nos clients. Parce que dire qu'un produit c'est 30 kilos, c'est 55 grammes de CO2, cherchez la boîte, pardon. Dire que c'est 55 grammes de CO2, quand on ne baigne pas dans le sujet, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne se rend pas bien compte à l'échelle de la planète ce que ça peut représenter. Donc il faut vraiment qu'on arrive encore à passer cette étape complémentaire. C'est comment on fait pour préconiser des produits sur des vrais critères, et qu'ils soient d'ailleurs demain non pas des critères de Rexel, mais des critères de la filière qui vont permettre d'aligner. Parce qu'on a un sujet là-dessus, notamment là on va lancer donc une notation environnementale. Qu'est-ce que penserait le consommateur si un produit qui n'est pas super green, il est chez moi noté B, ce même produit chez un autre distributeur, il va être noté C, dans la GSB, il va encore avoir une autre notation. Donc à part perdre la confiance du consommateur, c'est tout ce qu'on va gagner. Donc il y a un vrai travail d'harmonisation de toutes ces démarches. Elles sont importantes évidemment, mais il y a un vrai travail d'harmonisation, et les fédérations de métiers d'ailleurs sont là aussi pour accompagner ce type de démarche. Merci. On en reste là ? Merci. Si vous avez des questions, on est au stand de 32. Si vous voulez plus de détails sur la boîte, etc. J'ai oublié de préciser sur la boîte, j'ai pas fait un estimatif au doigt mouillé sur le grammage de CO2, etc. On fait une analyse de cycle de vie, analyse monocritère, etc. Et c'est certifié à chaque fois par un organisme type LCIE, Bureau Veritas, etc. quoi. Donc, on essaie d'être le plus carré, le plus transparent pour le consommateur et l'installateur. Merci beaucoup. Merci pour votre attention, vos questions, et puis passez une belle moitié d'après-midi.